Bonjour, Bonjour. bonjour et bienvenue au Théâtre 14. Bienvenue à cette rencontre avec Christelle Tual, qu'on accueille du coup dans le cadre de Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, mais également, ça c'est comme le micro-cadre, et on a aussi un macro-cadre qui est l'accueil du Centre de recherche et de création théâtrale de Pau, qui a fait toute une réflexion sur Alfred de Musset, dont vous pouvez retrouver la somme des recherches et des travaux dans le petit carnet rose qu'on distribue à l'entrée des spectacles. Et dans le cadre de tout ce cycle, il y a Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée avec Christelle Tual et Thibaut de Montalembert. Et il y a aussi Il ne faut jurer de rien. Alors je vais les résumer avec les jeunes qui viennent du TNS, mais qui viennent du TNB, mais ils sont 5 et ils sont absolument merveilleux. Et on a aussi fait des rencontres dans ce cadre, une avec Eric, une avec Thibaut que vous pouvez retrouver sur les internets, et aujourd'hui une avec Christelle qui va nous parler de sa vie, son œuvre. Alors merci beaucoup Christelle d'être parmi nous. De rien du tout, merci à vous. Et Christelle, c'est la deuxième fois qu'on l'accueille, et j'ai envie de dire même la deuxième fois et demie, puisque tu es venue faire La Voix Royale, qui était absolument incroyable, de Ludovic Lagarde sur un texte de Elfriede Jelinek, qui est le spectacle qui a été le plus revu par les spectateurs du Théâtre 14. C'est le record. C'est toujours bien d'avoir un record. Et on a aussi fait une lecture ensemble, c'est pour ça que je disais un petit demi, qui Ah était ouais, à la Fondation Giacometti, et c'était trop bien. c'est vrai, ouais. Et ma première question, Christelle, sera: est-ce que tu te rappelles de ton premier choc esthétique où tu t'es dit, j'ai pas dit que ce serait facile, j'ai dit que tu connaissais les réponses, où tu t'es dit, je vais faire de ma vie de l'art? Euh, alors, alors, j'ai pas eu de choc esthétique. J'ai, euh, non, c'est en fait c'est des chocs émotionnels qui m'ont amené à faire de l'art. C'est bizarre ce mot, hein, de faire de l'art. Je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, de ne pas pouvoir faire autre chose que ce que je fais. C'est un peu comme ça, c'est par l'envers, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est qu'un jour, je suis allée j'étais en terminale et j'étais jamais allée au théâtre de ma vie, ou peut-être une fois avec les scolaires, mais j'habitais à la campagne, alors c'était un peu il y a longtemps, donc ça marchait pas. On n'allait pas facilement au théâtre, quoi. Ma famille jamais, et donc je ne connaissais pas le théâtre. Et je pense que avant 18 ans, j'ai vu 2 films, j'ai vu La Boum et Le Grand Bleu. C'était à peu près ma seule culture cinématographique et picturale et théâtrale. En revanche, j'ai lu toute la littérature française. Je m'ennuyais énormément. Donc même la solution à cet ennui, c'était de lire, parce que j'étais loin de tout. Donc fallait lire. Enfin, c'était la seule chose qui était à ma portée. Donc je lisais. Et j'ai lu très tôt, très jeune, tous les classiques. Tout. Et en fait, c'est la littérature qui m'a amenée au théâtre. Et donc en terminale, voilà, on avait un stage à faire, j'aurais pu faire n'importe quelle autre chose, mais je me suis dit, ah, je vais faire théâtre, parce qu'en cinquième, avec Madame Bourges, ma professeure de français, qui, je ne sais pas si elle est encore de ce monde ou pas, on était dans un collège de campagne, et Madame Bourges faisait un atelier théâtre à midi, et en fait, j'allais pas manger quand il y avait l'atelier, je faisais du théâtre, et je faisais rire tout le monde et j'avais pas faim. Ça me coupait même l'envie d'aller manger, tellement j'étais contente d'aller faire ça. Et j'étais en cinquième, donc j'avais 12 ans. Et après, j'ai oublié, parce que Madame Bourges, j'ai plus été avec Madame Bourges. Et puis c'était, voilà, et après la troisième, je suis partie au lycée. J'ai oublié que j'avais fait du théâtre. Et quand on m'a proposé cet atelier à 18 ans pendant la terminale, je me suis rappelée de cet atelier de Madame Bourges et je l'ai fait. Et là, j'étais un peu plus grande, enfin, j'avais 6 ans de plus, mais j'ai mis le pied là et j'ai su que ce serait là ma vie.
Tout d'un coup, plus rien, toutes mes souffrances, toutes mes peurs, tout partait. Et je suis arrivée. En revanche, quand j'étais sur le plateau, c'était horrible. J'avais encore plus peur que dans la vie, c'est des peurs que j'ai pu apprivoiser en fait. Alors que dans la vie, je savais rien apprivoiser. Tout ce qui m'arrivait, je le prenais comme ça et j'avais aucune défense. Alors que toutes ces peurs, j'ai dû réapprendre à marcher sur un plateau quand on monte sur un plateau. C'est très dur, si on vous dit de traverser de là à là, c'est très dur de marcher normalement. Et on est complètement, on n'a plus de mains, on n'a plus de pieds, on sait plus faire, quoi. Et donc on réapprend tout. Moi, j'ai tout réappris, à marcher, et j'ai apprivoisé ces peurs. Et puis après, j'ai grandi à l'intérieur de ça. Et puis c'est devenu ma maison, quoi, ma première maison même. Et quand tu dis on te l'a proposé, tu te souviens comment il est venu cet atelier de théâtre à la campagne? Alors c'est marrant, hein, enfin c'est marrant. Dans mon souvenir, Madame Bourges, c'était un peu une druide. Enfin bon, j'étais en Bretagne, je suis bretonne. Et donc, elle allait faire des trucs dans la forêt de Brocéliande le week-end. Elle passait un peu pour une allumée. Et c'était la prof de théâtre un peu allumée, quoi. Et moi, je l'adorais. Parce qu'elle était très fantaisiste. À la fois, c'était une professeure de français. Mais elle avait cette chose un petit peu particulière. Et à la campagne, bon, bah, l'originalité ou la fantaisie, c'est pas ce qui prime, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus rude, de beaucoup plus monolithique qu'en ville. Les propositions sont moins riches, les tempéraments sont plus austères aussi, enfin plus raides parce que la vie à la campagne, c'est pas la vie en ville. Et surtout, il y a 30 ans, c'était aussi, ça a encore changé, j'imagine. Mais il y a 30 ans, la campagne, c'était quand même assez austère. Et donc, Madame Bourges, elle me faisait rêver. Et je ne sais pas pourquoi, elle avait proposé cet atelier. Mais celui à 18 ans. Alors, à 18 ans, ça rentrait dans le cadre de une semaine obligatoire de stage quand on avait 18 ans, pour voir éventuellement vers où on voulait se diriger, quelle profession. Donc, il devait y avoir plein de... Et moi, théâtre, ça m'a tout de suite rappelé mes 12 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et donc, j'y suis allée, mais sans même regarder les autres stages possibles. Et comme il n'y avait pas besoin de l'autorisation des parents pour faire ce stage, parce que je pense que sinon mes parents m'auraient dit non, non, tu vas faire latin. Et donc j'ai dit, bah non, je vais. Alors j'ai couru dans le stage de théâtre. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que donc là, tu as 18 ans, tu fais ce stage, le stage s'arrête, la vie reprend, le latin revient. Ouais. Comment tu as négocié la suite? Parce que tu es parti de Bretagne. Ouais. Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est lié à l'amour, le fait que je sois actrice. C'est-à-dire que j'étais très amoureuse, euh, du papa de ma fille, qui est devenu, enfin, j'ai eu une fille, disons, avec lui. Et il m'a dit, tu ressembles à une actrice. Et j'avais 18 ans pendant le stage. Et moi, j'ai fait, ah. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et je me suis dit, ah, ok. Ça a marché, quoi. Ouais. Bonne Et donc, phrase de drague. je me suis dit, bon, bah, je vais faire actrice. Non, mais c'est fou. Hein. C'est fou comment c'est lié à... Ça tient à rien. Ça tient à des rencontres, à des rêves, à des fantasmes, à plein de choses. Chez moi, en tout cas. Et donc ça. Et puis, donc, je me suis dit, ah, ok, donc je vais lui plaire. Ça va être l'homme de ma vie. Je vais devenir actrice. Donc, mon père m'a dit, tu vas devoir faire un BTS avant d'aller faire une école de théâtre, parce que ça n'existe pas, acteur, dans notre monde. Donc, un jour, il est arrivé, il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un truc très créatif pour toi, tu vas faire un BTS pub et communication. J'étais inscrite, il ne m'avait pas demandé mon avis. Et je me suis dit, ok, c'est ça le deal, je vais avoir ce BTS et après, je fais ce que je veux. Et donc, j'ai eu ce BTS, j'ai passé ce BTS. Et pendant ce BTS, je faisais des cours du soir à Rennes, au conservatoire de Rennes. Et après, je suis allée passer en cachette le TNS à Strasbourg. On est parti avec 4 copines. J'avais une voiture. On est parti à 4 dans la voiture. On s'est fait changer les 2 pneus sur l'autoroute. Parce que comme on était des filles, forcément, sur l'aire routière où il y avait l'essence, on nous a dit
si vous roulez comme ça, vous allez vous faire arrêter par la police et tout. Ils nous ont changé les 2 pneus. Enfin, c'était épique. Donc, on était 2 personnes qui passaient le concours et nos 2 répliques, on appelait ça des répliques, qui nous aidaient donc pour les... Et donc, je suis allée passer le TNS en cachette et je l'ai eu. Ah ouais. Et oui. Mais du coup, tu as préparé à Rennes Ouais. c'est en allant au conservatoire de Rennes que tu as appris qu'il y avait le TNS et tout ça. Comment tu as appris l'existence du TNS et... Bah, j'ai regardé, Internet n'existait pas, mais j'ai regardé. Alors, il n'y avait pas le TNB à l'époque. Il y avait le conservatoire, il y avait la rue Blanche qui était très prisée et le Théâtre national de Strasbourg. Et puis, il y avait une école en Belgique aussi, l'ENSA, je crois, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, en gros, il y en avait 4 max, quoi. Saint-Étienne, qui était un peu en dessous. Mais il n'y avait pas du tout toutes ces écoles qu'il y a maintenant, ni ces... Et les cours privés étaient hors de prix. Hors de prix, ouais. et c'est par inconscience que tu as été avec... Ou parce que, je vais la poser autrement la question, Non, c'est c'est est-ce vrai. qu'au conservatoire, tout le monde préparait les concours et donc il y avait une facilité à se dire, bah en fait, je vais ou une inconscience à se dire, bah, je vais le faire comme tout le monde et j'y vais et on verra Ouais. bien. En fait, je ne sais pas si tout le monde passait les concours, mais on en parlait quand même. Ça en parlait. C'était à Rennes, donc c'était déjà plus la campagne, c'était la ville. Donc ça discutait davantage. Donc dans notre imaginaire de jeunes, moi j'avais quel âge? 20 ans, ouais. Ouais. Et ben ça, ouais, c'était possible. Alors ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis allée, donc je l'ai passé. Donc je suis allée en cachette, je l'ai passé, mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas dit. Je crois que j'ai même pas dit que j'étais allée à Strasbourg. Enfin, un truc de fou. Et donc après, donc j'ai fait j'ai eu ce BTS et après j'avais le droit de faire ce que je voulais. Une fois que j'avais mon BTS. Donc là, je suis venue à Paris avec Amoureux. l'amoureux. Et là, je me suis dit bon bah il faut que tu repasses ce concours. Et moi, je voulais pas aller à Paris, je voulais pas faire le conservatoire à Paris parce que je me sentais pas prête pour affronter parce on nous disait qu'il y avait les castings qui venaient voir, que déjà il y avait l'idée de faire du cinéma, d'être connue, tout ça. Et moi, je n'étais pas prête à tout ça. Donc, je voulais faire le TNS pour être dans un laboratoire et travailler tranquillement mon métier d'actrice et de comédienne, quoi. Et donc, j'ai repassé le TNS. Et je n'ai passé que le TNS. Je n'ai jamais passé Paris. Et pour ça, je me suis préparée dans un cours qui donc coûtait très cher. Donc le matin, j'allais à la mairie de Paris, je travaillais avec les personnes âgées à la mairie de Paris, le soir aussi. J'avais des journées de, je sais pas, 16 heures, mais pour gagner ma vie, pour me payer mon cours privé, pour avoir cette école. Et puis, je l'ai repassé donc 2 ans après, donc j'avais 22 ans, et là, j'ai été prise. Et je suis partie à Strasbourg 3 ans. Et alors, comment c'était le... Alors d'abord peut-être, qu'est-ce que tu as appris dans ces cours privés? Comment c'était quand même si tu faisais beaucoup que travailler, il y a quand même le déracinement de partir Ouais. de Rennes, d'aller à Mm. Paris, gagner sa vie. Mm. Et qu'est-ce que tu as appris dans ces cours, tu crois, qui t'ont permis d'aller vers cette école? Ou alors est-ce qu'il y avait qu'une obsession de l'école et Non, en fait, il y a eu, c'est que des rencontres, mais c'est sans doute comme dans la vie. C'est tellement, je pense, que c'est tellement ça aussi l'existence, hein. La chance qu'on peut avoir ou la malchance aussi, c'est souvent les rencontres. Et ben dans cette école, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait une femme. Moi, j'étais très timide, j'avais très peur. C'était très difficile pour moi de rentrer dans une école de théâtre, quoi. C'était presque contre nature. Et il y avait une femme qui me donnait confiance, elle me rassurait. Et, et j'aimais bien. Je passais pas trop au début, je regardais les autres travailler. Et puis il y en a une autre qui s'appelait Rosine Rochette, qui est toujours vivante, et qui faisait des cours, qui était une ancienne école elle avait été l'élève de Mouchkine, et enfin, elle avait travaillé au Théâtre du Soleil, et elle faisait des cours de clown. Et donc j'ai découvert le clown là-bas. J'ai fait beaucoup de clown, et j'ai adoré ça. Et en fait, ça a été un premier truc. Et il y avait Françoise Merle, c'était des intervenants qui venaient dans ce cours privé. Il y avait Jean Périmoni, c'était l'école Périmoni. Alors, lui, un peu dans son fauteuil, installé, le directeur de l'école, blablabla. Je ne peux pas dire que je m'en souvienne de lui. Mais les intervenants, alors il y en a avec qui j'avais pas accroché, mais Françoise Merle, elle en faisait du masque neutre.
Alors, masque neutre, c'est très particulier. On a un masque blanc sur les yeux. C'est autour du cœur de la tragédie grecque. C'est très codifié. Et j'allais faire du masque neutre. Alors, on doit dessiner un cercle à la craie par terre. On ne peut pas rentrer. C'est-à-dire, ça apprend vraiment le respect de ce c'est quoi mettre un pied sur une scène, quoi. Donc, entre le clown et le masque neutre, j'étais dans un truc très particulier. Mais c'est ça que j'ai aimé. Plus que de venir faire mes scènes et de me dire je serais connue, pas du tout. J'étais dans un travail comme un artisan, quoi. J'aiguisais quelque chose en moi sur sur le respect de la scène, prendre la parole, le silence, l'écoute, toutes ces choses fondamentales, quoi. Et le clown, c'est pareil. Le clown, on s'habille, on trouve son clown, on appelle ça trouver son clown. Chacun a un clown. Moi, c'était un garçon, d'ailleurs, c'est très marrant, parce que je ne m'imaginais pas du tout, puis je parlais comme ça. Et en fait, et après, on On traversait, va on faisait vouloir une le impro. voir. Mais c'est bizarre, parce que c'est des trucs inconscients. Et on traversait le plateau, et il fallait faire une sortie. Et le clown apprend vraiment à ne pas avoir peur du ridicule. Parce que c'est tétanisant de monter sur un plateau. Tout le monde a peur d'être ridicule. Tous les acteurs ont un jour eu peur et ont peur d'être ridicule. Quand je dis ridicule, c'est de mal faire, c'est d'avoir honte. Moi, j'ai eu ce sentiment de la honte, m'a tenu longtemps. Si je ratais un mot, si je me rappelais plus, ou si j'avais un savon, on appelle ça un savon, par exemple, un truc comme ça, la honte me tenait jusqu'à la fin du spectacle. J'avais mis la littérature tellement, l'auteur tellement haut, j'avais une telle vénération. C'est tout ça qu'il y avait à construire et à déconstruire en même temps. Et puis, faire l'impro et partir, savoir partir, quelle que soit la qualité de l'impro, quelle que soit, ne pas se juger, faire au présent la manière la plus sincère possible. C'est ça, apprendre à être acteur. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris à être actrice. C'est grâce au clown et au masque neutre, ouais. Je partage l'aspect fondamental. Et après, tu pars au TNS. Ouais. Et alors là, parce que là, grande école, groupe, quelque chose de peut-être plus intense. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, on était 1000, ils ont pris 5 filles, 5 garçons. On était donc 10 à la fin. C'est très petit et on doit vivre ensemble 3 ans. Mais moi, j'étais avec mon amoureux, toujours. Et aussi au TNS Ah non, lui, il était Ah, resté à Paris. Mais j'étais dans cette chose pas très, très à la mode, d'être en couple très jeune, quoi. Et à l'époque, c'était pas, déjà, c'était un peu fini, ça. C'était des restes des gens de la campagne. Et, et donc, j'étais très. Je pensais qu'à ça. Bon, j'étais très contente d'être à Strasbourg, mais j'avais pas l'argent pour vivre dans Strasbourg, puisque je me suis débrouillée de bout en bout seule, sans aide. Ça aussi, ça aide à définir une passion, hein. Alors, je veux dire, si on n'est pas passionné, ça tient pas le choc. Parce qu'à -15 à Strasbourg, l'hiver sans chauffage, sous les toits, faut être accroché. Donc, j'étais avec mon petit vélo, j'étais à Schiltigheim, c'était à côté. Matin et soir, le petit vélo. Mais c'était ma vie d'aller au théâtre. Et donc, le matin, on faisait du tir à l'arc. J'ai beaucoup appris avec le tir à l'arc aussi. Parce que le tir à l'arc, c'est une façon on a visé pendant 1 an une cible, les yeux fermés. On tirait les yeux fermés pour ne pas partir avec la flèche, on disait. C'est exactement comme sur un plateau, c'est-à-dire si vous jouez pour le public ou si vous jouez avec l'idée que vous allez séduire ou réussir, c'est fichu. Vous entrez dans des zones de cabotinage, c'est pas beau à regarder, enfin ça m'intéresse pas moi. Et en fait, la flèche, tout l'art de ça, c'est de faire le geste le plus juste, le plus pur, qui de toute façon n'est jamais le même d'un jour sur l'autre, comme quand on monte chaque jour sur un plateau. Ça n'est jamais la même chose, parce qu'on est toujours différent intérieurement, même extérieurement, chaque jour. C'est pareil pour le geste au tir à l'arc. C'est toute cette contre. Et après, pam, on lâche la flèche. Et elle arrive ou elle n'arrive pas au milieu de la cible ou pas au milieu de la cible. C'est pareil avec le public. C'est-à-dire que c'est vraiment en restant près de soi, en travaillant notre outil au plus juste, dans la plus grande intimité, la plus grande proximité avec nous, et dans le plus grand lâcher-prise et la plus grande détente, qu'éventuellement on va vous toucher ou parvenir à vous. C'est exactement ce travail. Donc j'ai adoré faire ça. Je faisais beaucoup d'aïkido aussi, du chant.
Ça, c'était le matin. Et l'après-midi, on faisait des ateliers avec des intervenants qui étaient là 1 mois et demi ou 2 mois. On en avait 5 par an. Et là, on montait des textes et on travaillait des textes jusqu'à 10, 11 heures le soir. Ouais. Et là, c'était une autre vie. Moi, j'étais très isolée du groupe. J'ai toujours eu du mal avec le groupe, moi. Mais j'étais très, très, très là dans le travail, dans l'école. Mais je participais pas trop au groupe après. Parce que j'avais ma vie avec cette personne, L'amoureux, le vélo. l'amoureux. Ouais. Donc c'est marrant, c'est lié à des choses comme ça, ouais. Et tu as des souvenirs d'intervenants, de rencontres Ouais, artistiques fortes ouais. qui t'ont formé et forgé ta personnalité artistique, quoi. Oui, Joël Joanneau. C'est un monsieur qui maintenant vit en Bretagne aussi, du côté de Lorient, qui est un auteur, qui a été qui fait plus tellement de mise en scène, mais qui en a fait énormément dans les années 90. Et c'était quelqu'un d'assez réputé en tant que metteur en scène. Et je l'ai rencontré à l'école et il y a une vraie rencontre. Et en fait, j'ai joué Monique dans Key West. C'était notre spectacle de sortie avec lui à l'école. Et il était tellement gentil. Enfin, il avait un truc. En fait, j'ai jamais voulu que ce soit un endroit de souffrance, le plateau. C'était une époque aussi. Et puis, bon, c'est lié aussi aux artistes. C'est vrai que on est rarement complètement normaux entre guillemets dans le sens où forcément on a des trucs à régler ou des choses parce que sinon on serait pas là. C'est complètement anormal d'être sur un plateau, de faire des choses pour des gens qui nous regardent. Enfin, moi, ça me paraît toujours. Parce qu'en plus, je veux pas être regardée. Enfin bon, ça, j'ai mis du temps à accepter d'être regardée. Ce qui est quand même un paradoxe absolu, quoi. Mais et en même temps, c'est un endroit de survie. Et donc, ce Joël Joanneau, il était. Et lui, il avait fait du journalisme. Il avait travaillé à l'UMA pendant une. C'était un journaliste assez engagé dans un journal de gauche, très. Et il avait dû faire une guerre et il s'était retrouvé avec un pistolet sur la tempe. Et il m'avait dit, en fait, le jour où j'ai eu ça, il faisait du théâtre en amateur avant. Il m'avait dit, bah, j'ai tout arrêté et j'ai voulu faire du théâtre en professionnel, enfin, et que ça devienne juste un monde un peu protégé, fermé. Donc c'était quelqu'un qui était tout le temps dans la joie. Donc on faisait que se marrer. Il rigolait quand il regardait. Il n'y avait pas de rapport de force, il n'y avait pas de tyrannie, il y avait pas. J'aurais pas tenu moi sinon. Et donc ça a été vraiment un endroit de joie et de douceur et tout ça. C'était super. Et donc après, quand je suis sortie du TNS, il m'a tout de suite embauchée. Et on a créé un spectacle qui s'appelait Les Amantes d'Elfriede Jelinek. C'était la première fois que je jouais Jelinek. Et on a tourné pendant 3, 4 ans. Ça a fait un tabac à l'époque. Et donc lui, il m'a beaucoup appris, ouais. Mais il m'a appris en, par sa bienveillance, par sa générosité. C'était, est-ce que c'était un directeur d'acteur? Je sais pas. Non, il nous disait pas, tu dois te mettre là, là, tu dois faire comme ça. Euh, En revanche, quand il choisissait un acteur ou une actrice, il aimait vraiment, et donc il lui laissait la liberté d'expérimenter des choses. Après, il disait ça oui, ça non, mais on était libre, quoi. J'ai jamais été dirigée à la baguette comme ça, moi. Je pourrais pas. Enfin, je dis ça. Et il y en a eu d'autres, des rencontres? Non, non, mais c'est rare les rencontres, hein. C'est pour ça, 3 ans. Ah si, ah bah, Fernand qui faisait le tir à l'arc. Et il faisait de la trompette, il était trompettiste, parce que la trompette aussi, le travail sur le souffle, la trompette c'est très très difficile. Et le souffle pour un acteur, enfin tout ça, toute cette maîtrise. Et lui, il était maître en tir à l'arc. Donc Fernand, tir à l'arc et trompette. Je faisais pas de trompette, je faisais que tir à l'arc. Et Fernand, et il faisait l'aïkido aussi. Et Joanneau. Sinon, j'ai tout oublié. Je me souviens juste de mon petit vélo de foncé. J'ai adoré Strasbourg, j'ai adoré le marché de Noël. Les bains à Baden-Baden, c'est génial. J'ai bien aimé ça, ouais. Ouais, Et du coup, à la sortie, donc Joël, c'est le premier à t'avoir ouais, engagé. Et donc, du coup, tout de suite, tu as eu du travail ouais, à la sortie, quoi. oui. Et en plus, on a eu une chance incroyable. C'était la première fois que ça se faisait à OTNS. Pascal Ferrand, qui était une réalisatrice,
à l'époque, qui avait fait un truc bien qui s'appelait Petits arrangements avec les morts, c'était son premier film, est venue et nous a pris les 10 et elle a fait un scénario pour nous 10. On est allés chacun dans une chambre d'hôtel raconter des bribes de nos vies. Elle a tout mélangé et puis elle a fait un film. On a fait un film en 3 semaines et ce film est sorti au Festival d'Avignon pour notre sortie d'école. Et là, un immense agent est venu me voir à la fin de la projection, alors que le film n'était pas encore mixé, et m'a dit: «Je veux que vous travailliez avec moi». Alors moi, j'ai eu très, très peur parce que j'ai dit: «Mais moi, j'ai déjà du mal à acheter une machine à laver, alors signer un contrat», j'étais vraiment, effrayée de l'idée de signer quelque chose et donc il m'a dit: «Non, non, mais c'est pas grave, quand tu en auras marre, tu t'en vas et si moi j'en ai marre, je m'en vais». Ah ça, je lui ai dit: «Super». Et donc j'ai tout de suite trouvé un agent, avant même c'était pendant l'été de la sortie, quoi. Et, et pendant cet été-là, ce film est sorti parce qu'Arte devait coproduire, mais pour rien, ça coûtait rien du tout. Et là, ça a cartonné. Et j'ai fait la couverture de Télérama, j'avais 25 ans. J'ai rien compris. Et c'est parti au Japon, la bande son était carton au Japon, enfin un truc. Et c'est devenu un film entre guillemets culte, je me souviens. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et Joël et tout. Donc c'est parti sur les chapeaux de roue, quoi. J'ai rien compris. Et comment ça s'organise ça? Parce que du coup, t'es pas resté à Strasbourg ou... Non, je suis revenue à Paris. L'amoureux vivant donc à Paris, j'avais fait mon école à Strasbourg, je suis retournée à Paris. Et là, bah, ça a commencé, quoi. Et comment ça s'organise la suite? Il y a le spectacle avec Joanneau, le film, bah, du coup, il est fait, donc même s'il Ouais. il emporte un grand succès, il n'y a plus rien à faire. Alors, mon agent me dit, il y a un casting. Donc en septembre. On est sorti en juin. Le Festival d'Avignon est en juillet. Le film sort en juillet à Avignon. J'ai donc mon agent en août. L'âge des possibles fait ce truc que personne ne comprend, là, le succès. Je passe le casting pour un téléfilm, La Dame du Cirque, sur France 2. Fallait monter à cheval. Moi, j'étais à la campagne, mais je montais à cheval à la campagne. J'arrive dans le bureau et le metteur en scène, ce qui se fait plus jamais maintenant. On rencontre quasiment plus les réalisateurs. Directement, enfin, on a d'abord les directeurs de casting et puis on fait des tapes. Alors les tapes, c'est des. Et puis si on est OK après la tape, on rencontre le directeur. Enfin, c'est vraiment, ça peut être compliqué. Mais là, c'était direct. Le gars, j'ouvre la porte. Il me dit mettez-vous debout. Je me lève. Il me dit c'est vous. Alors moi, j'ai comment ça, c'est moi. Il me dit bah vous montez à cheval. Je dis oui. Bah c'est vous. Je dis oui, mais enfin quoi, c'est moi quoi. Enfin, je fais quelque chose. Il me dit non non c'est vous. Et c'était le premier rôle du téléfilm. Alors moi, je me suis dit bon bah c'est normal. Je monte à cheval. J'ai fait le TNS. Tout ça est normal presque. Je comprends pas, mais c'est Oui, normal. puis ça devient ton quotidien. Bah, et donc, j'ai dit à mon agent, bah, je suis prise. Et il me dit, mais ça n'existe pas. T'as passé des essais? Je dis, bah non. Il me dit, mais c'est incroyable. Je dis, bah, ah bon? Bah, il me dit, oui, c'est incroyable. Et donc, il m'a dit, bon, bah, tu vas gagner tant. Alors, c'était dingue pour moi, c'était dingue. C'était inimaginable. Et me voilà partie, on tournait à Genève au cirque CNI, qui est un cirque permanent. Et on tournait la nuit dans le cirque. Donc, il y avait le dresseur de lions, il y avait. Et on a tourné un mois dans ce cirque la nuit. C'était incroyable. Et puis, bah, le film, il est repassé là sur TV5 Monde. J'ai, on dirait un bébé, et je n'avais jamais travaillé. Et déjà, là, ce gars avait dit, Christelle, euh, viens, il faut que je te parle. Alors moi, je me dis, mince, j'ai mal fait un truc et tout. Et puis il me dit, oh, écoute, ça s'opère très bien, tu devrais te faire ça esthétiquement. J'avais 25 ans. Donc je suis rentrée dans l'hôtel, j'avais une grande suite et tout. C'était un truc fou, hein. Et là, je me suis mise à pleurer. Je dis, mais pourquoi? Je lui dis, mais je ne suis pas mannequin, je suis pas. Fallait pas me prendre si je ne suis pas parfaite. Enfin. Et là, j'ai compris que l'image, ça allait être ça. Que c'est une histoire d'image, quoi. Ça s'appelle l'image, on dit ça l'image. C'est pour dire la télévision, le cinéma. Et je me suis dit, ça va être chaud, Christelle. Et j'ai compris.
assez vite ça. Et j'ai continué le film, non pas sans douleur, parce qu'après on pense qu'à ça, mais j'ai tenu bon. Et je me suis dit, toi mon coco, tu vas pas m'avoir, quoi. Et je me suis battue et j'ai continué à faire de l'image jusqu'à mes 35 ans. J'en fais encore un peu, je vais en refaire peut-être là, mais j'ai eu un petit passage à vide parce que j'ai jamais cédé à cette pression-là. Mais c'est une vraie pression, c'est un vrai combat pour une femme. Peut-être maintenant pour un homme aussi, je sais pas, mais ça l'était moins pour un homme, mais pour une femme, c'était terrible. Ça l'est encore, hein, mais moi, je résiste. Je me dis que c'est un endroit où il faut résister au nom pour toutes les femmes. Je suis pas du tout politisée dans la vie, je suis pas du tout quelqu'un de politique, mais à cet endroit, je me dis, mais c'est dur. J'avoue que c'est dur pour une femme de vieillir dans le monde dans lequel on vit. Pour une actrice, c'est encore pire. Mais je me bats et je me bats pour toutes les femmes et je vois qu'il y a des choses et finalement, ça me revient, heu, en ce moment et ça, c'est fou, quoi. Parce que c'est violent, je vous avoue. Autant au théâtre, c'est une question qui se pose pas. Au théâtre, on arrive, on dit: «Je suis, la reine», personne ne se pose la question. Je deviens la reine immédiatement. Si j'arrive et je dis: «Je suis un homme», immédiatement, je serai un homme pour vous. Le théâtre, c'est ça, je suis ça et vous êtes ça immédiatement. L'image, c'est un autre monde et donc j'ai un peu, voilà, été comme ci, comme ça avec l'image. Je me suis et voilà, donc j'ai vu un moment que ça des choses posaient un problème et puis maintenant, à des endroits, je prends ma revanche avec ça. Parce que sur le théâtre, sur le cinéma, par exemple, d'époque, ils sont dans la merde. Parce que le cinéma d'époque, si vous êtes comme une poire tirée, c'est fini, quoi. Ça marche pas. C'est très compliqué. C'est-à-dire que si vous avez un costume d'époque, et donc ils ont beaucoup de mal à trouver des femmes de mon âge pas refaites ou pas. Donc pour Après les correspondre, avoir toutes obligées. hein, Après les avoir toutes obligées, c'est logique que... c'est ça qui est très très complexe. Donc c'est tout un truc et c'est en train de rebasculer doucement vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, normal, mais c'est dur, c'est dur. Et comment, donc il y a ce téléfilm qui arrive tout de suite, et tout a continué à arriver tout de suite, ou ça, il a fallu un peu, à un moment donné, quand même, organiser un parcours, enfin, je veux dire, Ah, d'aller chercher du travail, non, ou... Non, jamais. non. Je me suis souvent dit dans la vie, moins on veut des choses, enfin, c'est pas moins on veut, mais moins on... Je pense qu'en fait, ma vie privée était tout aussi importante que ma vie euh, artistique. Disons que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Les acteurs qui vivent pas, qui sont juste obsédés par l'idée d'être sur un plateau et d'être vus et revus et reconnus, à mon avis, c'est pas forcément l'unique solution. Je pense que c'est important pour un acteur de vivre. Et donc, c'était très important pour moi, ma vie privée. Donc, j'avais des copines qui travaillaient plus que moi. Disons qu'enchaînaient plus. Moi, je ne cherchais pas, mais j'étais pas une boulimique. Je faisais un gros projet par an. Voilà. Mais et j'étais très à l'aise dans l'idée de ne pas en avoir tout le temps. C'est-à-dire, j'avais mon gros projet, je savais que j'allais me maintenir, que j'allais me débrouiller financièrement. Voilà, je voyais à peu près mon horizon comme ça. Et j'étais très heureuse quand je travaillais pas parce que je vivais la vraie vie, quoi. Et en fait, le fait de ne pas être là avec des dents qui rayent le parquet et tout, finalement, les choses venaient à moi parce que je pense que je dégageais quelque chose de serein et d'assez détendu, et donc ça faisait que les choses venaient à moi. Et j'avais des amis qui étaient beaucoup plus dans l'anxiété de ne pas travailler, de ne pas, parce que c'est ce qui est très dur dans notre métier. En vieillissant, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus de mal à vivre qu'avant. Avant, je pouvais vraiment, bon, l'amoureux est parti, euh, mais en vrai, sinon, bah voilà, on peut pas être sur des planches tout le temps. Il faut bien qu'on se recharge, il faut bien qu'on se ressource, il faut bien qu'on ait des espaces pour revivre, pour lire, pour se régénérer. Ça mange la scène, ça brûle, on se brûle. On paye un prix quand on est sur scène. On paye un prix dans notre santé, on paye un prix dans plein de choses. C'est pas, c'est pas comme ça, quoi. Et donc, c'était très important. Maintenant, en vieillissant, j'ai besoin d'une suroccupation, enfin, au sens où bah, la vie est plus difficile.
C'est un métier, bizarrement, où je gagne moins que quand j'étais jeune. C'est là où on voit que les choses se dégradent de plus en plus. Dans toutes les professions, normalement, on gagne mieux en vieillissant. Eh bien, moi, j'étais mieux payée à 25 ans ou à 30 ans. Donc les choses voilà, et maintenant, quand je travaille pas, ça me manque. Mais je pense que c'est parce que je vieillis et parce que j'aime pas forcément être seule et parce qu'il y a des choses, voilà, qui s'en vont comme ça, parce que c'est ça la vie. Mais donc, quand je travaille, là, c'est formidable. Je Enfin, ça a toujours été formidable, mais maintenant, c'est encore plus, je me dis: «Heureusement que j'ai ça». J'ai toujours pensé: «Heureusement que je suis artiste, que je peux vivre de mon art». Heureusement, mais encore plus maintenant. J'entendais l'autre fois, Fanny Ardant disait, «L'art a remplacé l'amour». Bah, il y a quelque chose de cet ordre. Avant, c'était plus en équilibre tout ça, mais après bon, c'est la vie, hein, selon comment la chance qu'on a ou pas, d'être, bah, c'est ce truc quoi, mais ouais, ouais. Et les grandes rencontres, alors elles se sont faites comment? Parce que moi je t'ai vu dans beaucoup de spectacles de Ludovic Ah Lagarde, par ouais. exemple, heu, dont sur un lit aux tables de Poitiers, dans Un nid pour quoi faire, heu et ouais. Tu m'as vu sur le Bah ouais. lit. Oh là là. Et donc j'ai appris qu'après ça faisait pas mal, j'ai appris récemment, là, en préparant la rencontre, que c'était pas, prévu. Non. Ah, Et c'est comment dingue, elle tu s'est m'as vu fait? sur un lit. Ouais. Bon alors, Comment elle s'est fait cette rencontre? je jouais avec Joël Joanneau. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle, maladivement, on va dire. C'est pas du tout, c'est vraiment, je ne sais pas faire autrement. Donc Joël, je l'avais mis là et Joël Joanneau. Et comme c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et avec qui je m'entendais très bien, je ne voyais pas de raison d'aller travailler ailleurs. Donc, je faisais beaucoup de spectacles avec lui. Et dans Les Amantes, Ludovic Lagarde, quelqu'un que je ne connais pas, puisque je sors très peu à l'époque, même maintenant, je ne le connais pas, il vient me voir et en sortant, il me dit: «Est-ce que vous pouvez m'appeler? Je voudrais vous proposer un premier rôle». Moi, je dis: «OK». Je lis et je dis: «Bah, moi non, moi je veux le deuxième rôle». Et je dis: «Mais je veux pas le premier rôle, je me sens beaucoup mieux dans le deuxième rôle, c'est plus pour moi». Donc je le donne à lire à la personne avec qui je vivais, qui me dit: «Mais Christelle, non, enfin, c'est super ce premier rôle». Je dis: «Non, mais» donc je dis à Ludovic: «Non, non, je veux le deuxième rôle». Il me dit: «Écoutez, patientez une semaine avant de me donner votre réponse. Prenez une semaine de réflexion». Et puis on me travaille un peu au corps en me disant: «Non, mais quand même, c'est bien ce premier rôle» et je finis par accepter. Comme quoi, c'était compliqué pour moi d'être devant, quoi. Mais d'être sur scène, d'être devant, c'était compliqué. Donc, ça met du temps, tout ça. Et donc, je dis: «OK, bon, allons-y pour le premier rôle». Et donc, je fais cette rencontre avec Ludovic Lagarde, qui donc maintenant, je vais jouer avec lui à l'Athénée en mai prochain, un mois. Ça va faire 30 ans qu'on travaille ensemble. Et j'ai travaillé avec Yasmina Reza 3 fois. Et c'est à peu près les 2 avec qui je travaille. Et là, Éric Vignier, c'est la première fois que je vais un peu voir ailleurs, quoi. Et et Ludovic, un jour, je suis en tournée à Poitiers et je sens ma jambe, des fourmillements dans mon pied gauche et je dis: «Mais qu'est-ce qu'une copine, qu'est-ce que c'est?» Elle me dit: «Oh, j'ai des copains qui ont une une scia une hernie discale». Je dis: «Ah ouais?» Bon, je sais pas. J'avais un peu mal au dos, mais ça allait. Et puis en fait, en 48 heures, ma jambe a été paralysée. Je la sentais plus. C'est monté doucement et en me réveillant, elle était morte. Et vous dire la folie des acteurs parfois, plutôt que d'aller courir à l'hôpital aux urgences, ce que quelqu'un de normal aurait fait, hein. Je me suis dit: «Bah, je vais jouer». Et j'avais tellement mal dans mon dos, mais c'était au-delà du dissible, hein, la souffrance, que j'ai joué couchée. Il était hors de question que je puisse dire: «Je ne vais pas faire la représentation de ce soir». Donc j'ai joué couchée sur un lit de camp. J'avais une perruque à tête d'âne. Ma jambe était morte. Ma douleur était intense. Mais c'est là où je me dis: on risque, on se met en danger d'une manière folle, enfin moi en tout cas. Aujourd'hui, les jeunes générations feraient plus ça. Mais il y avait un espèce de culte aussi. On n'annule pas une représentation. C'est impossible. Pour un acteur, c'est la pire des choses, d'avoir la responsabilité. Et comme mon seuil à la douleur est très, très élevé,
Je me suis dit, c'est pas grave, ça va le faire, quoi. Alors ça l'a fait, je suis revenue en chaise roulante, couchée comme un chien dans le TGV le matin, urgence à Percy, une copine est venue me chercher, et là, le neurologue, je finis par avoir un neurologue, parce qu'on me dit entre 0 et 10, non mais genre, je sais pas, 90, quoi, qu'est-ce que je pouvais dire? Et donc, ils m'ont fait quand même passer un scanner, et là, le neurologue est descendu, il m'a dit, on vous opère dans 7 heures, vous avez perdu votre jambe, le disque est tombé sur la tête du nerf sciatique, je ne sais pas si vous la récupérerez, et comment avez-vous fait pour jouer hier? Il me dit, je ne comprends pas le cerveau des acteurs. Et j'ai dit, ben, je ne sais pas. Et je suis partie au bloc opératoire et j'ai retrouvé ma jambe. Il m'en a fallu beaucoup de courage et d'années, mais j'ai retrouvé ma jambe. Mais j'ai joué paralysée, ouais. Ouais. Et c'est fou que tu aies vu cette... Bah ouais, ouais, ouais. C'était juste avant Avignon, non? Après, vous l'avez repris à Avignon, non? On l'avait d'abord joué à Ah, Avignon, je c'était crois. d'abord. Ouais. Mais on dit ça, hein, par exemple, les gens qui bégayent plus. J'ai vu des choses folles, hein. J'ai vu un acteur ivre-mort, mais quand je dis ivre-mort, hein, c'était à l'époque où ça existait encore. Hem Et je me souviens, il était à une table comme ça, mais comme ça, son coude ne tenait plus. Il est monté sur le plateau, droit comme un i, le texte qui sortait comme ça. Il est sorti du plateau, il était heureux. Comme si le cerveau se mettait dans une zone, je ne sais pas ce qui se passe. Bah, c'est tout ce qu'on sait pas et tout notre Ouais, mystère ouais, c'est ça. qu'on va finir par percer un jour. Je crois qu'Anouk Grimbert, elle a fait un livre Ouais, sur le cerveau. J'en avais lu un peu des passages. Ça n'a pas l'air du tout inintéressant, ce qu'elle raconte. elle est trop forte. Ouais. Et Yasmina, tu la rencontres comment? Et alors, Yasmina, c'est toujours le même chemin, c'est toujours le même fil que je tire. C'est toujours Joanneau, Les Amantes, ce fameux truc de Gélinec, mais qui était quand même un truc de dingue, c'était génial. Il y avait des petits pots de fleurs avec un paysage autrichien. On faisait des chants tyroliens et Gélinec, ça décape. Tout ça avec nos chants tyroliens et tout, c'était impressionnant ce truc. Ça avait vraiment marché. Et en fait, Yasmina avait fait art et ça avait énormément marché dans le théâtre privé. Et elle voulait mettre jouer dans le théâtre subventionné une pièce qui s'appelait Dans la luge d'Arthur Schopenhauer. Et les gens de Théâtre Ouvert, qui étaient des grands amis, grands fidèles de Joël Joanneau, et moi j'avais joué beaucoup là-bas aussi, du fait de travailler avec Joël, elle a regardé, ils lui ont montré une vidéo de moi dans Les Amantes. Et donc elle a regardé la vidéo, elle a dit je veux cette actrice. Et donc c'est comme ça que... Donc c'est toujours Joël qui est à la base de tout. Et de Lagarde, et de Reza. Ouais. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais. Et ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des hasards. Enfin, des hasards, je ne sais pas si c'est des hasards, mais parfois ça sert à rien de forcer le destin ou de s'acharner. Je pense que, voilà, je me dis toujours si on... pourtant, je ne suis pas du tout fataliste. Mais je pense que si on fait les choses sincèrement, avec honnêteté, mais je suis peut-être très naïve avec ça. Mais voilà, que ces rencontres devaient se faire, quoi. Et est-ce que tu crois que c'est pas aussi le fait, un peu ce que tu nous as dit au tout début sur le clown et sur le masque neutre, une espèce de concentration sur ton art, un travail? Parce que moi, je t'ai vu plusieurs fois, je t'ai vu dans beaucoup de rôles de Frosine sur un lit, ou ici dans La Voix Royale qui était absolument colossal. Et là, dans La Marquise, il y a quelque chose dans ta pensée qui est, que moi je trouve fulgurant, tu vois, à un endroit peut-être un peu plus technique. Je trouve que le travail que tu fais sur le texte, sur la manière dont tu l'ingères, dont tu arrives à avoir de la pensée sur tout, euh, il y a de l'imaginaire sur tout, tout est là, tu arrives à être dans l'excès sans tomber dans aucune... comme tu l'as dit tout à l'heure, Mm. racolage, quoi. Ouais, C'est vraiment une cabotinage. Mm. liberté, cabotinage, voilà. Mm. C'est vraiment une liberté qui est sincère, qui est au bon endroit. Et en même temps, tu dis aussi que t'as pas forcément appris à travailler le texte et que t'as jamais eu de gens pour te diriger. Mm. Donc, en fait, ma remarque, qui est une question qui est double, est-ce que c'est pas
cette pertinence sur le travail. Et tu vois, pour avoir interviewé du coup pas mal de gens ici, Ouais. je vois bien que les acteurs qui font une grande carrière, c'est des gens qui sont sur le travail, quoi. Je veux dire, Mmh. s'il n'y a pas ça, j'ai l'impression que Mmh. ça débloque moins. Et donc, est-ce que c'est pas ça? Et est-ce que, comment plutôt tu as appris à travailler le texte comme ça, appris à donner du sens à tout, à ce qu'il n'y ait jamais un mot qui serve à rien, à ce que tout soit habité comme ça tout le temps, à avoir autant d'imaginaire. Comment on fait? Parce qu'il faut que ça tienne, parce que tout le monde y arrive un peu. Ouais. Mais tenir sur 1 heure, ou là encore, tu as un partenaire, mais sur La Voix Royale, tu étais toute seule avec le texte. Et puis, Mmh. je ne sais pas si vous avez lu La Voix Royale ou si vous avez vu ce spectacle, mais c'était pas toujours facile à comprendre. Non, j'ai mis du temps, ouais, à le comprendre. Déjà, merci Mathieu pour, ces compliments, ça me fait très pla ça me touche. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est une histoire de concentration. Alors je pense que ça vient et à la fois de l'ennui et de la concentration. C'est un c'est un équilibre ou une bataille entre les 2 choses. En fait et la base et donc ce qui vient réconcilier ça, je pense, c'est la littérature et c'est mon histoire de petite fille, en fait. C'est un ennui terrible et comment se raccrocher au réel? Qu'est-ce qu'on fait de ce réel qui est infernal, qui est insoutenable, qui est très solitaire, qui est particulier, quoi? Et je me dis, bah, c'est la littérature qui a fait ce pont qui m'a amenée à peut-être à avoir un imaginaire, ça c'est sûr. Et après la pensée, bah, la pensée c'est ça, c'est une telle difficulté avec le réel, un tel, un tel une telle incompréhension de pourquoi on est au monde et l'ennui, parce que rien n'a de sens en vrai pour moi. Je trouve ça un miracle d'être au monde, mais parfois je ne sais absolument pas quoi en faire. Je me dis: «Mais je rêve d'avoir une vie, comme des gens qui aiment, je sais pas, ils sont contents, ils vont à leur travail, ils ont une maison, ils sont contents d'avoir l'anniversaire de leurs, parents ou je ne sais quoi, leurs enfants, et puis ils vont aller en vacances». Et quand je dis ça, c'est sans aucun mépris. Je rêverais d'avoir cette joie d'être au monde de cette façon, mais je ne peux pas et je suis obligée et c'est absolument vital de passer par la fiction pour accepter le réel. Si je ne passe pas par la fiction 1 heure par jour, je souffre énormément de ce réel. Donc mon 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 cerveau, parce que je pense que c'est là, hem, se se il est forcément dans ma je suis à la fois très cérébrale et très physique, du fait d'avoir eu un corps, très meurtri. Il y a encore, 4 ans, j'ai plus de ligament croisé antérieur gauche. Enfin, je veux dire, le corps a pris cher, mais je et parce qu'il a pris cher, je le connais très, très bien, quoi. Donc j'en fais quelque chose. Je suis obligée d'en faire quelque chose, sinon je reste comme ça. Je nage 5 heures par semaine. C'est pour vous dire que c'est à la fois un entraînement actrice, enfin moi, avec mon corps et ma sensibilité, je suis obligée d'être une grande sportive et aussi, ça calme aussi l'activité, cérébrale permanente. Mais ça veut dire que sur scène, oui, c'est du présent. Il y a plus rien qui on dit toujours, je déteste la pensée positive, les trucs là de Christophe André, tout ça, c'est insupportable pour moi, parce que ça veut rien dire, soyez dans le présent. Ça n'existe pas le présent. Là, au moment où je vous parle, c'est déjà fini et on est déjà enfin, ça n'existe pas, sauf sur scène. Sur scène, du fait de devoir que la pièce, je connais le début, je connais le milieu, je connais la fin, alors j'ai ce luxe de pouvoir tout articuler au présent. Je ne sais pas là ce que je vais vous dire dans la demi-seconde qui vient. Et la vie, c'est ça. C'est pour ça que le présent, ça n'existe pas. Et que c'est horrible et c'est très culpabilisant de dire aux gens, soyez dans le présent. Personne n'y arrive dans la vie. On est tous ou avant ou après, on se projette. Ou alors peut-être à de rares moments, quand
justement quand on écoute, ou quand on parle à quelqu'un. Et le théâtre, c'est cet art-là. C'est l'art de parler à quelqu'un et c'est l'art aussi d'écouter son partenaire. Et si, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils écoutent, ils n'écoutent jamais, ils n'écoutent rien. Et c'est pas entendre, c'est écouter. Et savoir écouter, ça c'est un vrai talent. Mais dans la vie aussi. Et quand on dire à quelqu'un, je te parle, mais je te parle vraiment. Et si l'autre écoute vraiment en face, on a des chances, par moments, des petits moments un peu isolés dans la vie comme ça, où on est dans ce présent-là. Et ben c'est un luxe. Et c'est ce luxe dont j'ai tant besoin sur scène. C'est qu'en plus, comme on connaît l'histoire, on peut se permettre à chaque instant d'être dans le présent. Et c'est ce qui fait que je me sens maintenant autant en sécurité sur un plateau, alors que j'ai vraiment pensé y mourir tout le temps. J'avais tellement honte, je vous dis, de perdre le texte, j'aimais pas être regardée, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et un jour, je suis allée à Arles, on jouait à Avignon, et j'ai vu un toréador, une corrida. Il était jeune, et il s'est fait encorner. Et on est parti, je ne sais pas s'il avait juste eu un accident ou s'il est mort. Et je jouais le soir à Avignon. Et là, je me suis dit, Christelle, tu ne peux pas mourir sur scène. Lui, il peut mourir. Lui, il a pris la corne cet après-midi par le taureau. Toi, tu ne peux pas mourir. Au pire, tu peux t'évanouir. Au pire, tu ne vas pas mourir. Et j'ai commencé à me battre contre cette peur. J'avais une vraie peur de mourir sur scène. C'est très étrange. Parce que ça a à voir avec ces choses-là. Ça a à voir avec la vie, ça a à voir avec la mort, ça a à voir avec tout ça. C'est rien d'anecdotique d'être sur un plateau, ni même d'être spectateur. Vous assistez à quelque chose de particulier. Ça ne sera jamais la même chose. Vous ne le reverrez jamais une autre fois dans votre vie de la même façon, même si vous revenez tous les soirs. C'est pareil pour l'acteur. Et en fait, bah ouais. Donc là, j'ai fait une espèce de truc sur voilà, la mort, là, de quoi j'avais peur de mourir sur scène. Et après, Et donc, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que cette ouais. capacité que tu as à dire les mots et du fait qu'on les reçoit viendrait du fait que tu t'accroches à eux pour évacuer toutes ces peurs, traverser, et ça crée cet effet de plein sur les mots, sur Ouais. l'imaginaire, sur le... Alors en fait, c'est en ne m'accrochant pas du tout à eux. Putain, je la trouvais bien ma question pourtant. Elle est super. Non, mais elle est super parce que ça pourrait vraiment être ça. C'est-à-dire que c'est dans le creux. C'est comment on appelle ça? C'est comme un gant quand on retire à l'envers. C'est-à-dire que c'est en faisant le vide que le plein arrive. C'est en me reliant. Je ne suis qu'un passeur. C'est comme si j'étais un tuyau et que je suis en contact avec l'auteur qui est au ciel. Là, Musset, par exemple, il l'est vraiment. Et mes pieds. Parce que j'ai ma jambe maintenant, je suis bien contente. Et il faut que je sois bien accrochée. Donc, parce que j'ai un équilibre assez précaire. Donc, je m'accroche bien, hop, et je fais tout et je deviens comme un passeur. Et plus le vide est là, ouais, plus le mot peut avoir une caisse de résonance, quoi. Et plus l'imaginaire est débloqué. C'est vraiment à l'inverse de s'agripper, à l'inverse de vouloir, à l'inverse de tout ce truc qui n'a rien à voir avec la volonté, qui n'a rien à voir. La volonté, c'est aller à la piscine quand il fait 4 degrés. Ça, elle se met là. Mais dès que j'arrive là, je veux plus rien. Juste, je me mets au service de cette écriture-là et je vide. Je sais même pas ce que je suis. Je suis un corps vide qui se remplit. Et est-ce qu'on peut dire que ce vide qui remplit le mot, c'est de l'inconscient? Ce serait ça en fait, que ça circulerait malgré toi, mais avec toi. Ouais. Oui. Il y a à la fois ça, cette part d'inconscient, en effet, qui doit travailler. Mais je ne suis pas assez au fait de ce qu'est l'inconscient réellement dans le cerveau d'un être humain pour voir où ça vient taper, mais il doit y avoir ça. Et à la fois, il y a quelque chose de très concret qui est la colère. C'est un vide en colère. Il y a un acteur qui s'appelait Laurence Olivier qui, avant de monter sur scène,
dans la coulisse, derrière, là, il baissait son pantalon et il montrait ses fesses au public, que le public ne voyait pas parce qu'il était caché. C'était pas pour dire je vous emmerde, vous êtes de la merde. C'est absolument pas ça. C'était une façon de dire c'est tellement dur d'aller sur scène, c'est tellement pas normal. Ça passe par des zones tellement dingues c'était comme une façon de dire je vous emmerde, mais pour mieux vous honorer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était pas un acte vulgaire pour dire oh, méprisant du tout. C'était pour prendre du courage, pour monter. C'est comme un toréador, pour aller dans l'arène. Et tout d'un coup, c'est très dur d'avoir une entité qui est quand même le public. C'est quelque chose d'avoir des pères et des pères dieux qui vous regardent et qui respirent avec vous et qui vous attendent et qui vous écoutent et qui vous... C'est très, très fort et c'est très effrayant. On s'y habitue vraiment jamais. Et donc, en fait, sa façon à lui de faire, c'était hop, je vous montre mes fesses, pour être resté poli, pour y aller, quoi. Mais pour y aller avec panache, pour vous emmener, pour être plus fort que ces centaines, ou des fois, il y a des salles où il y a 1000 personnes qui sont là. C'est dur quand on est... Moi, j'ai fait des choses à toute seule devant 800 personnes, c'est dur. Et là, tout d'un coup, il faut faire ça. Alors lui, il faisait comme ça. Moi, je ne fais pas ça. Mais à l'intérieur, j'ai cette colère-là, celle qu'il faut avoir. On ne peut pas rentrer là comme si on était dans sa cuisine, c'est impossible. J'ai assez de ma cuisine pour être comme dans ma cuisine, quoi. Donc là, quand j'arrive là, c'est ça, c'est une colère, c'est un travail entre une grande conscience de colère et avec l'inconscient. C'est particulier. Hein. Ça, moi, je trouve que ça se tient, mais est-ce que vous avez des questions, même si j'ai débordé? Un micro arrive. Je fais de la musique à la bouche, à la voix. Ah oui. Ah oui. Bien, merci pour ce moment fugace qui était du présent et qui est déjà devenu du passé. C'est dommage. On aimerait bien que ça continue. Vous avez évoqué les dictates qui étaient imposés aux comédiennes dans le monde de l'image. Et ça m'a ramené immédiatement à l'excellente série télévisée 10%, dans laquelle ce sujet est évoqué profondément. Ouais. Et donc ça m'amène tout naturellement aux partenaires qui jouent avec vous sur cette scène dans très peu de temps maintenant. Thibaut de Montalembert, donc vous avez vous-même participé à des spectacles où vous étiez seul. Là, c'est un spectacle où on est deux. C'est pas forcément plus facile ou plus difficile, je ne sais pas. Donc quel rapport devez-vous instaurer quand vous êtes face à une seule personne, un seul partenaire artistique? Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Est-ce qu'il y a une complicité naturelle qui s'instaure assez rapidement? Est-ce que ça se fait autour du travail, autour du texte? Comment est-ce que ça s'apprivoise deux comédiens ensemble sur une scène? C'est comme dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas du tout comme dans la vie, il y a des choses qui sont comme dans la vie. C'est-à-dire, en vrai, je pense que s'il y a une animosité entre les deux personnes, ça ne peut pas se faire. Enfin, si, ça peut. Vous ne le verrez peut-être pas, mais ce sera jamais la même qualité de spectacle et la même liberté, disons. Il s'est avéré que quand j'ai rencontré Thibaut, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, de très gentil, mais au bon sens. Quand je dis gentil, il y a des gens qui pensent que peut-être c'est péjoratif. Moi, non, c'est vraiment une qualité d'être gentil pour moi. Donc, je le trouve très gentil. Il est généreux. Malgré son expérience, c'est quelqu'un qui est prêt à être mis en question, qui se remet en question et qui aime chercher, travailler. Et moi aussi. J'aime ça et je me remets en question à chaque spectacle. Je me dis pas, ça y est, maintenant, tu es une actrice. Pas du tout. Le doute, il sera toujours le même depuis jusqu'à ma mort, je pense.
la légitimité, toutes ces questions-là. Donc Thibaut et moi, on est très proches comme ça. Et après, donc on s'est mis autour du texte. Et en fait, j'ai vu qu'il était prêt à travailler et que lui, il a dû voir aussi. Et donc, on ne s'est pas senti jugé. On était des acteurs, entre guillemets, avec une certaine expérience, mais comme je vous dis, à chaque fois qu'on recommence, c'est la première fois. C'était la première fois avec ce texte, c'était la première fois avec Thibaut, voilà. Donc, et donc ça s'est fait naturellement. Et comme on s'est fait confiance, eh bien, on n'a pas eu peur du ridicule. Toujours le clown qui revient aussi avec ça. Et donc, quand on n'a pas peur du ridicule, qu'on a confiance en l'autre et qu'on est là pour travailler, tout est réuni pour que tout se passe bien. Et donc, on a fait monter le spectacle ensemble comme ça. Dans la plus grande joie, il n'y a jamais eu de... Non. C'est toujours pareil. Mathieu le dit souvent au début du spectacle, mais le théâtre est un endroit où on peut encore se parler, un des rares endroits peut-être maintenant, ou qui sera de plus en plus rare. Bah, c'est pareil. Deux acteurs sur un plateau, si on ne peut pas se parler, on est un peu dans la mouise, quoi. Donc on se parle, on se dit tiens, là, tiens, je ne sais pas si ce serait... Est-ce que là, c'est OK si... Voilà, on parle. Et c'est quand même avec la parole que les choses avancent, quoi. C'est tout l'intérêt du spectacle vivant, évidemment, et qui se reproduit, mais sans se reproduire finalement d'un jour à l'autre. Et comment ce choix de vous associer a-t-il été fait? Il y a eu un casting également, comme ça se produit comme Alors ça là, au vous voyez théâtre la vie, c'est pareil, mais c'est fou comme c'est toujours des malentendus ou des bien entendus, je ne sais pas, des entendus, on touche pas. C'est normalement dans la vraie femme de Thibaut dans la vie, qui est aussi actrice, qui devait faire le rôle avec Thibaut. Et un an auparavant, ils avaient fait le travail de répétition ensemble. Un couple dans la vie qui devenait un couple à la scène. Et puis, pour des raisons professionnelles, sa femme, Hélène, n'a pas pu ou n'a pas désiré faire le spectacle. Et donc, on m'a appelée en disant, tiens, est-ce que tu pourrais pas reprendre le rôle qui est commencé en répétition? Et j'ai dit, bah ouais, allons-y. Et sauf que c'était parti sur une piste extrêmement différente. Mais moi, étant quelqu'un d'autre, puisque au moins, une chose est sûre, c'est que chaque être humain est unique et est remplaçable, vous voyez, puisque c'est ce que j'ai fait, j'ai remplacé, mais est irremplaçable dans ce qu'il va amener. Donc moi, avec mon corps, ma taille, ma voix, j'amène quelque chose que quelqu'un d'autre n'amènera pas. Lui amènera son corps, sa voix, sa taille. Et donc j'ai amené un truc. Et donc on est parti sur une piste très différente qu'on a aimé et l'un et l'autre avec le metteur en scène. Et voilà, et on est parti. Et on est content. Et sa femme, elle est venue voir le spectacle 2 fois. Elle est super contente. Et voilà. Vous voyez, c'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Ça devait pas être moi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, bonjour. On la prendra aussi. Bonjour. Je souhaiterais que vous nous parliez un petit peu de la gestuelle dans ce spectacle, qui était un petit peu déroutante et que je trouve très intéressante. Et je voudrais savoir comment vous avez élaboré ça avec le metteur en scène. Ah là, c'est fou. Hein. C'est fou comme c'est difficile. Alors, je pense qu'il y a des endroits où des spectacles où les gens disent, bah alors ça s'est passé comme ci ou comme ça. Alors, je vais vous dire le secret, ok? Le secret. Ce costume n'était pas fait pour moi au départ. Ce costume était pour une autre actrice. Donc, quand j'ai mis ce costume, il me va, mais il ne me va pas non plus. Il y a des endroits, il est un peu petit. Et donc, à un moment, je me suis retrouvée avec ça et je me suis dit, mais je fais quoi là? Et je ne sais pas pourquoi. Parce que là, enfin, je ne sais pas, peut-être vous l'avez vu apparemment le spectacle, mais je me sens assez dénudée en haut. Et en même temps, bah, c'est comme ça. On ne pouvait pas refaire un autre costume, c'était comme ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de me cacher?
parce que je me sens bizarre quand même avec ce costume qui n'est pas vraiment ma taille, ou est-ce que je fais quelque chose avec ça? Et qu'est-ce que je fais si j'en fais quelque chose? Eh ben, je vais lever mon bras. Comme Laurence Olivier qui monte ses fesses, c'était comme pour dire, ok, bah ouais, vous avez vu, bah mon costume, hein, bon, j'ai un petit peu les seins, ok, bon, ça va, ok, ça roule, vous avez bien vu, hop, voilà. C'était comme un truc, c'est venu de là, vous imaginez. C'est pas du tout le metteur en scène qui m'a dit, alors là, tu vas faire comme si, ça, impossible. Je suis arrivée comme ça, et je ne sais pas pourquoi. À part maintenant, quand vous me posez la question, je vous explique que peut-être je voulais dire, eh ben, vous voulez me regarder, eh ben, regardez-moi. Vous voulez voir si les seins vont partir, vont déborder ou pas, eh ben, regardez. Et moi-même, je faisais l'expérience de, allez, ça tient ou ça tient pas? C'est fou, hein? Et c'est venu comme ça. Et donc après, quelque chose, c'est venu avec ma première main comme ça, c'est parti dans mon corps. Et c'est parti comme ça. C'est-à-dire que tout ce haut, tous ces bras nus, je les ai fait jouer. Mais c'était totalement inconscient. Totalement inconscient. Et ce qui est drôle, parce que donc c'est parti là-dessus. Après, ça nous a amené dans quelque chose de presque une danse avec Thibaut. Mais on ne m'a pas demandé de faire ça. Seulement une fois que je l'ai proposé, il ne m'a pas dit non. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du spectacle, quand je dis ma bague et que je la montre, je reviens à la boucle, je boucle la boucle alors que ce n'était pas du tout prévu. Et en fait, la bague, on pourrait maintenant imaginer que quand j'arrive et que je fais ça, je dis « Eh oh, ma bague », la bague sous-entendu, on se marie pas? En fait, donc ça ne vient pas du tout de là. Et quand je viens à la fin et que je fais ma bague, je me dis c'est comme si ça avait rattrapé quelque chose de totalement inconscient, quoi. Vous voyez? Donc c'est à la fois sur de la contrainte de costume, sur la contrainte de mon corps, sur le fait de me dire à un moment donné, bon, ok, j'ai pas 30 ans, je fais quoi? J'ai évidemment dit, on pourrait pas mettre un petit truc, un petit peu sur les bras, qui grésille, un petit truc, un petit machin. Non, mais non, t'es super. Ouais, mais bon, je sais pas, j'aimerais bien un petit truc qui me couvrirait. Mais pas du tout, t'es super. Ah ouais? Ok. Bon, bah, je me dis, d'accord, s'il voit pas ce que je vois, tant mieux. Et je me dis, bah, dans ce cas-là, ma Cricri, vas-y. Mais vas-y, quoi. Et je viens comme ça, pour dépasser ma peur. Et en dépassant ma peur, je la transforme et j'en fais un truc, et ça devient ça. C'est fou, hein? On prend la dernière question. Oui. Je vous remercie pour l'articulation. Ça fait un bon moment que je vais au théâtre et que je comprends la moitié du Ah. parce que les gens ne savent pas parler sur la scène. C'est impressionnant. J'étais impressionné. Merci. Votre spectacle, les spectacles précédents, Ouais, dans les deux, c'était un plaisir. merci. Alors, on va prendre la question de la dame qui attend. Ouais, non, tout va bien. Et moi, je suis ravie d'être là, d'avoir coupé mon samedi pour venir vous écouter, Oh, partager merci. ce moment-là. C'est super. On apprend plein de choses. Alors, moi, je suis venue 2 fois voir La Voix Royale, une première fois. Vous voyez ? Voilà. Et puis la deuxième fois, pour être bien sûr d'avoir bien vu ce que j'avais vu et de le garder en moi le plus possible. C'est l'idée du bonheur, ça. On revient pour essayer de l'imprimer pour toujours. Voilà. Donc ça, c'était super. J'avais une question qui suit ce que vous a demandé la dame. Est-ce que vous avez conscience que quand vous actez, quand vous jouez, enfin quand vous actez, il y a un moment donné, ça ressemble à de la sculpture, il y a comme de l'image qui se fait, où on pourrait prendre une photo et ce serait sculptural. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que c'est volontaire? Quand vous avez démarré tout à l'heure en disant que vous aviez travaillé le masque, le clown, je me suis dit, ah, là, il y a une conscience de l'image extérieure qui vient vers elle. Et est-ce que vous en avez eu conscience quand vous avez fait La Voix Royale? Alors, C'est peut-être stupide ma question, oh mais non, bon. non, mais si vous saviez, Je serai là ce soir aussi, donc tout va bien aller. moi, je suis quelqu'un de très émotif, mais vraiment, vous me faites un plaisir fou.
Ouais. Ben, on s'aime. Merci beaucoup de me renvoyer ça parce que en fait c'est La Voix Royale, ça a été un spectacle très dur à faire. Ah, j'imagine. J'ai mis 3 mois à prendre le texte, toute seule dans ma chambre, 5 heures d'affilée. C'était un tel travail. C'était comme pour un alpiniste de monter l'Everest, je pense. C'est la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Donc vous me renvoyez ça, de me dire que... en plus, vous savez, c'est un spectacle qui n'a pas tourné parce que les théâtres subventionnés disent « Ah ouais, c'est pas notre public, Gélinec ». Vous imaginez un tel travail, Je suis sûre que c'est un des plus beaux spectacles que j'ai fait dans ma vie, que je ne ferai jamais un truc pareil. Et je me dis qu'il y ait si peu de monde à l'avoir vu, ça me rend triste, quoi. Donc merci Mathieu de l'avoir programmé ici, 3 semaines. Mais enfin, en tout cas, merci à vous. Voilà, pour ça, parce que c'est vrai que c'est pour... Je n'ai aucune conscience que ça peut toucher des gens à ce point et les rendre heureux, mon travail. Parfois, j'ai l'impression que c'est inutile ce que je fais, que mon travail ne sert à rien, à part me sauver. Mais en fait, je me dis, mais non. Il y a des gens vous me dites ça, et je me dis, mais en fait, ça aide des gens à vivre aussi. Donc, ça me fait très, très plaisir. Au-delà de plaisir, ça donne du sens à ma vie. Mais en tout cas, je n'ai aucune conscience de mon corps. Le masque neutre, ça cache le visage, comme le clown, c'est un mini-masque, ça cache le visage. Donc c'est vrai que ça donne conscience au sens, on n'a plus de visage, on a un corps. Donc c'est vrai certainement que les origines de savoir que j'ai un corps vient du masque et du clown. Je sais que j'ai un corps, mais je ne sais pas quel corps j'ai. Alors maintenant, je sais mieux quel corps j'ai, puisqu'il est cassé. Je vis maintenant avec un corps très, très particulier. Et donc, je dois sans arrêt lutter avec ou travailler avec. Et c'est dans cette contrainte que je pense que ce que vous voyez arrive. Mais je n'en ai pas conscience, moi. Je ne me dis pas, Christelle, tu vas te faire joli. Non, mais tu vas te faire un corps comme ça. Mon corps, c'est un outil. Je le travaille, je le muscle. Parce que si je ne le muscle pas tous les jours, je ne peux pas marcher. Donc je suis obligée de l'entraîner à un niveau d'un grand sportif. Et quand je ne le fais pas, je le paye immédiatement. Dans la vie, et sur un plateau encore plus. Parce que là même, de pousser ces panneaux, c'est pas lourd, hein, mais c'est quand même des trucs d'amplitude et tout. Et vu que c'est une sciatique paralysante que j'ai eue en perdant cette jambe, les nerfs sciatiques sont facilement excitables. Donc c'est que des mouvements. Donc je dois tout le temps travailler en contrainte et avec la conscience que mon corps, il n'est pas le corps de tout le monde, il n'est pas normal. Donc, c'est là-dedans que sans doute vous voyez quelque chose, vous, de sculptural. Il est sculptural parce qu'il est celui d'une grande sportive, bien malgré moi. Enfin, j'aime le sport, mais enfin, je veux dire, de là à faire tout ce que je fais, non, parce que c'est fatigant, c'est contraignant, ça me demande beaucoup d'efforts. Mais en même temps, voilà, ça c'est la part que je maîtrise pas, qui fait que parce que je suis sportive. Et puis la part que je maîtrise, c'est que je suis obligée de travailler avec, puisqu'il est à la fois mon ennemi, puisque c'est pas un corps c'est un corps compliqué, et à la fois c'est le seul que j'ai. Et je l'aime beaucoup, parce qu'il m'a pas complètement lâché non plus, vous voyez, puisque je suis encore là aujourd'hui. Donc en fait. C'est à la fois un rapport d'amour et de haine avec lui. Enfin, de haine, non. Je suis gentille. Mais par exemple, je parle à mon genou. Je suis un peu... Vous allez me dire, mais je suis obligée. Il faut que je... Parce que si on se laisse envahir quand on a mal par une souffrance et qu'on se laisse... Il faut vraiment... La souffrance, c'est quelque chose... Je pourrais en parler longuement de ça. Mais c'est intéressant, parce que la souffrance physique, parce que on peut l'isoler et on peut la transformer. Et si on accepte, comme tout dans la vie, soit on lutte, soit on résiste, soit on ne veut pas, et on se fait encore plus mal, et soit on accepte, c'est la chose la plus difficile, on accepte et on transforme. Et bien ça, après on peut faire ce qu'on veut. Et je pense qu'on peut même être dans des états de handicap très très lourds, et faire des choses. La preuve, ah oui, j'ai vu une fille, alors truc de fou, elle est partie en Afrique, elle a chopé le chikungunya. Elle est complètement... on l'a amputée des 2 jambes. Et ben, elle a monté, elle a fait, je ne sais plus quel sommet en Suisse,
Il y a eu un reportage de fait sur elle. Elle a 2 prothèses. Donc elle a des bâtons, 2 prothèses. Elle monte. Elle monte. C'est une jeune femme de 35 ans. Elle a 2 enfants. Je vais vous dire, vous regardez ça, vous dites, ah ok. Et en fait, il y a un moment donné, il faut accepter la chose. Après, le mental, il peut faire des choses incroyables. Après, j'ai comme l'impression aussi, alors il y a le corps qui fait, mais chez vous, il y a aussi le rythme. Il y a le temps du corps. Vous avez un temps, dans le temps du corps, il s'exprime tout votre théâtre, on dirait. Je ne sais pas, moi je n'y connais rien, mais on dirait que vous avez un temps particulier du corps. Je sais pas. Mais c'est marrant, hein, vraiment c'est marrant. J'ai jamais parlé de ça de ma vie, hein, surtout dans notre métier, comme ça, jamais. Il n'y a que Ludovic qui sait que le garçon, l'homme avec qui je travaillais, le metteur en scène avec qui je travaillais, qui m'a vu, et puis mes partenaires de jeu, mais après personne n'a vu. Je travaillais avec des corsets, je travaillais avec des attelles, enfin, on s'en fichait, on les montrait même. À un moment, je travaillais avec mon corset à vue, quoi. Et même aujourd'hui, si je pouvais pas, je pourrais même sur la marquise le mettre. Ça m'est égal, ça, qu'on voit ma prothèse ou l'artifice, si à un moment j'ai besoin de le mettre. Mais on l'a assumé complètement, quoi. Mais j'en ai jamais parlé. Mais vous avez raison, le temps du corps dont vous parlez, c'est vraiment... c'est ça, c'est que les gens me disent « Oh là là, mais quelle allure, t'as fait de la danse ?» Mais parce qu'en fait, je ne peux pas me mettre comme ça, je peux pas. Parce que si je me mets comme ça 5 minutes, je ne peux plus me relever. Donc en fait, j'ai toujours été habituée à contraindre ça. C'est pour ça que j'ai ce port-là. Et que, alors pareil, on me dit, ah, tu marches, c'est marrant, tu te déhanches, je ne sais pas quoi. Mais moi, en fait, ça s'appelle compenser. Et je pense que c'est ce temps dont vous parlez, c'est ma compensation que je fais en permanence, tout le temps, pour que mon corps soit mobile et que j'ai pas mal et que je puisse marcher, aller nager, faire du théâtre, aller manger avec des amis au restaurant, enfin, parce que j'ai été des époques que je pouvais même pas être assise. Donc en fait, j'ai appris à travailler avec et à compenser. Et ce que vous voyez, c'est ça. C'est ma petite compensation que personne ne peut imaginer que c'est une compensation. Et donc ça crée comme un petit temps, un tempo qui est celui de l'adaptation de mon cerveau à mon corps, quoi. Vous savez, quand on a je suis aveugle presque aussi. Non, mais je rigole pas, je suis très, très hypermétrope. Et j'ai une grosse correction. Et vous savez, on adapte la vue. Je ne sais pas si des gens ont des problèmes de vue importants, mais on a toujours un petit temps d'adaptation sur l'image qu'on regarde qui arrive sur la rétine. Et selon la maladie qu'on a, myope ou hypermétrope et tout ça, il y a un petit temps. Et l'autre œil, vous savez, compense. Enfin, c'est des histoires de compensation et d'adaptation entre les 2 yeux pour corriger le flou. Sinon, l'image nous arriverait floue sur la rétine. Et donc, nos yeux, grâce au cerveau, font un petit temps, ils travaillent ensemble et pour que l'image nous arrive nette. Donc, on a toujours un œil qui travaille plus que l'autre, s'il y en a un qui est plus faible que l'autre, vous savez, pour compenser. Ben, c'est exactement pareil avec tout le corps en entier. Et c'est ça que vous percevez. Alors, par exemple, là, moi qui suis très hypermétrope, vous n'allez pas le voir avec mes yeux qui sont en train de faire le travail, mais je pense que vous le voyez. Ce que vous voyez, c'est ce que mon corps ne peut pas masquer. Et j'en ai fait une force. Hein. Eh ben, merci beaucoup, Christelle, pour toute cette singularité, parce que c'est ça, pour ce jeu incroyable, pour cette générosité, beaucoup. Et on te retrouve tout à l'heure à 18h, et juste avant, à 16h, Il ne faut jurer de rien. Merci. Hein. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Thank you.